Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors nous avons le plaisir aujourd'hui, ici chez nous, au Centre Anjali, de t'accueillir. Merci de bien vouloir m'accueillir. Alors, est-ce que tu peux juste dire quelques mots, peut-être te présenter Alors, je suis Jean-Claude, j'ai 75 ans, et j'ai passé 35 ans de ma vie dans le sud de l'Inde, à Auroville. Voilà, et je suis rentré en France il y a 22 ans maintenant. Voilà. Bon, en fait, tu partages ta vie quand même un petit peu entre l'Inde et la France. Je partageais ma vie entre l'Inde et ma France jusqu'à maintenant parce qu'on ne peut plus voyager. Mais c'est vrai que je passe en principe tous mes hivers à Auroville, au chaud, parmi mes nombreux amis que j'ai laissés là-bas. Voilà. Alors là, c'est un hiver un petit peu particulier parce qu'en fait, c'est ça. On est resté dans le froid de la France. On est coincé, il n'y a pas moyen d'avoir de visa pour retourner là-bas. Donc on reste en France et je supporte le froid quand même. J'arrive à supporter le froid, c'est pas mal. C'est une faculté d'adaptation. Voilà, c'est ce qu'on apprend aussi avec le yoga, à s'adapter aux situations. Alors en fait, écoute, vraiment bienvenue, on est très heureux de t'accueillir sur notre chaîne Home Harmony TV. Et puis, justement, c'est intéressant que tu sois là pour nous parler un petit peu de l'Inde, d'Auroville. D'ailleurs, nous nous sommes rencontrés là-bas. Oui, c'est exact. C'est au travers, je dirais, de la méditation, du Vastu, de notre intérêt pour l'Inde. Oui. Et puis, le courant est bien passé, comme on dit. Et en fait, tu es venu avec ton épouse nous faire une petite visite ici au centre qu'on apprécie vraiment. Alors quand on parle d'Auroville, peut-être certains ne connaissent pas, donc Auroville ça se situe dans le sud de l'Inde, c'est ça, près de Pondichéry. À côté des comptoirs, l'ancien comptoir français de Pondichéry, qui a une grosse influence. Oui. Que ça soit toujours considéré comme l'ancien comptoir français. Voilà, c'est important. Et puis, quand on parle d'Auroville, on est obligé de parler de Sri Aurobindo. Oui, parce qu'autrement, Auroville n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Sri Aurobindo. Alors, Sri Aurobindo, on peut dire que c'est un révolutionnaire indien qui a fait beaucoup d'actions contre les Anglais à l'époque. Et puis, il a compris que c'était pas comme ça qu'on devait continuer le travail. Donc, il s'est retiré à Pondichéry pour faire son travail intérieur, sa recherche intérieure sur l'évolution de l'homme, l'évolution prochaine de l'homme. Voilà. Donc, il a fondé un ashram à Pondichéry. Là-bas, il y a la mère qui est une Française née d'un père turc et d'une mère égyptienne, est venue s'installer là-bas parce qu'elle l'a reconnu comme étant l'être spirituel qu'elle avait rencontré dans ses rêves avant. Et ils ont travaillé ensemble à former un ashram. Enfin, ils n'ont pas formé un ashram, l'ashram s'est formé autour d'eux de manière spontanée. Et leur recherche, c'est d'essayer d'amener de la conscience évolutive dans les individus autour d'eux. Et pour cela, ils ont pensé qu'il serait intéressant de créer une ville qui serait basée sur une recherche intérieure, mais sur une vie matérielle extérieure, non pas comme dans un ashram où on est coupé de tout. Voilà, donc ça a été la naissance d'Auroville, on peut dire. Et Auroville est basé sur le partage, le communautarisme, c'est-à-dire travailler ensemble et partager des tas de choses, l'amour de soi et des autres, essayer de faire un gros travail sur l'ego individuel, ça c'est la très très grosse tâche, et surtout, ce qui est primordial, c'est d'avoir une recherche intérieure pour pouvoir progresser.
Parce que si on ne transforme pas à l'intérieur, on ne peut pas se transformer à l'extérieur. Alors, sur justement l'œuvre de Sri Aurobindo, certains disent, tu as évoqué son combat un petit peu pour l'Inde. Oui. Certains disent d'ailleurs que Gandhi était plutôt le côté public extérieur qui a œuvré pour l'indépendance et qu'en fait Sri Aurobindo aurait fait un travail un petit peu similaire, mais dans la conscience. Est-ce que, enfin, j'avais entendu dire, est-ce que tu partages un petit peu cela ou... Alors, bon, je voudrais pas froisser certaines idées implantées, mais c'est pas du tout la même chose. Gandhi avait une certaine recherche quelque part, mais c'était surtout un opportuniste. Donc il a profité de se mettre en désaccord et en accord avec l'occupant pour monter dans l'opinion publique et monter au niveau du gouvernement anglais de l'époque. Mais c'est mon sentiment personnel, je vais peut-être vous choquer, mais pour moi c'était un sacré salaud parce que c'est lui qui a fait... Pourquoi tu dis je risque de choquer? C'est lui qui a fait quand même la partition de l'Inde. C'est lui qui a obligé les Anglais à créer ce mouvement séparatiste entre les musulmans et les hindous. L'Inde a été séparée en 4 morceaux. Il y a eu Sri Lanka d'un côté, il y a eu le Bangladesh de l'autre côté, il y a eu le Pakistan de l'autre côté et l'Inde au milieu. Alors que c'était une seule nation qui s'entendait bien avant les Anglais. Et les Anglais sont très forts pour créer la désharmonie. C'est la division voilà. Pour... mieux régner. Enfin, mieux régner, il Mmh. foutait le camp, donc mieux régner. Alors c'est peut-être la politique de terre brûlée, alors un petit peu. C'est un peu quelque chose comme ça. Ouais. Alors que Sri Aurobindo, lui, c'était au contraire de rassembler le plus de possible de conscience et d'individus autour d'une harmonisation intérieure. C'est-à-dire que si on cherche à être différent de l'autre et qu'on a la raison profonde, on va dans la guerre tout le temps. C'est ce qu'on vit depuis des siècles. Alors que pour Sri Aurobindo, c'était pas la désharmonie qu'il fallait avoir. C'est pour ça qu'il a arrêté de se battre contre les Anglais, parce qu'il avait réussi à créer une harmonie avec tout le peuple indien à l'époque. Donc pour lui, c'était important d'amener de la conscience autre que celle de se battre contre les Anglais. Donc on se bat à l'intérieur, on gagne à l'intérieur et du coup on gagne à l'extérieur. Ben, écoute, merci de partager ce point de vue parce qu'effectivement on est un peu à contre-courant des idées reçues et puis effectivement c'est cette conscience qui permet de faire avancer les choses. C'est vraiment très... Enfin, moi, je trouve ça très, très intéressant d'avoir effectivement ce discours. Alors, j'aimerais que tu parles juste un petit peu comment, toi, tu es en fait arrivé dans cette aventure d'Auroville. Je vais faire très court parce que oui. là c'est... je te pose peut-être des questions un peu compliquées, mais... C'est pas compliqué, mais c'est relativement... Enfin, ça peut être long, mais ça peut être court, c'est vrai. J'étais étudiant à Paris en 68 et évidemment j'ai participé à cette grande révolution des étudiants. J'étais sur les barricades à Paris à balancer des cailloux aux flics. T'étais déjà contestataire? J'étais contestataire, bah oui, obligatoire parce que... Alors ça me fait remonter plus loin. Dans ma jeunesse, j'étais complètement en désaccord avec cette manière d'appréhender la vie. Voilà, cette manière de voir la vie était complètement aberrante pour moi et je ne comprenais pas bien. Bon, et en plus de ça, avec les religions, la religion catholique,
Ça passait pas du tout. Donc j'ai coupé avec la religion catholique. Je pouvais pas couper avec le monde dans lequel je vivais parce que j'en faisais partie. Et bon, je faisais mes études comme tout le monde, mais enfin en étant au fond de la classe près du radiateur, voilà, sans problème. Puis à Paris, c'était très bien parce que au moins on pouvait arriver à quelque chose. Il y avait une telle harmonie entre les étudiants, entre le peuple de Paris qui descendait dans la rue, qui discutait avec nous, qui comprenait ce qu'on voulait, était complètement d'accord. C'était génial. Enfin, on allait arriver à faire une nation différente de ce qu'on avait vécu jusque-là. Et puis ça a été rattrapé par les syndicats, par le gouvernement. Donc pour moi, la vie en France était foutue. Donc j'ai décidé de quitter le pays. À l'époque, je ne connaissais rien de Mère Aubindo. Et mon ami qui était avec moi sur les barricades, lui était en contact avec l'ashram de Aubindo. Et il m'a expliqué qu'il venait d'y avoir l'inauguration d'une ville internationale qui se passait dans le sud de l'Inde, qui s'appelle Auroville. Voilà. Donc quand j'ai décidé de quitter la France, avec mon ami, on a décidé de participer à ce projet de création de ville internationale. Et on a eu quelqu'un qui venait de l'Inde pour se faire opérer en France et qui a décidé de retourner là-bas en créant une caravane pour amener du matériel, des gens, pour aider justement à créer cette ville. Voilà, donc tu t'es joint donc à cette on s'est joint à cette caravane et on a fait le voyage par la terre avec deux tubes Citroën, une 403 commerciale, une 404 commerciale, puis il y a une autre voiture qui nous a rejoint en cours de route et on est parti en Inde. Et quand je suis arrivé à la porte de l'Inde, ça a été le choc parce que je rentrais à la maison. Voilà. C'était incroyable. Je suis encore un peu ému. C'était vraiment incroyable. Dire, mais j'habitais là-bas et j'arrive chez moi. C'était extraordinaire. Et par contre, j'arrivais pas vraiment à communiquer avec les gens parce que l'indien anglais, excusez-moi au départ, c'est l'anglais indien. C'est complètement terrible. Voilà. Donc, et je suis arrivé à Auroville pensant que ça faisait déjà un an, c'était en 69 que je suis arrivé là-bas, le temps de préparer la caravane et tout ça. Quand je suis arrivé là-bas, je pensais qu'au bout d'un an, il y avait quelque chose, il y avait des villes, il devait y avoir, il y avait des bâtiments, il devait y avoir des rues, il y avait une implantation qui était faite. Et quand on est monté sur le plateau d'Auroville, c'était le désert, il n'y avait rien, vide comme le dessus de ma main. On voyait à 360 degrés du sable rouge, il y avait un arbre au milieu, quelques palmiers disséminés un peu partout, et au fond, il y avait la mer. C'était magnifique, mais enfin bon, pour une ville, ça faisait un peu désert. Et bon, on a commencé à construire des cabanes un petit peu plus loin pour notre groupe. Il y avait déjà quelques personnes qui étaient sur place et on a commencé à vivre en communauté. Donc en fait, le projet était naissant. Il était déjà, je veux dire, là dans la conscience, mais en fait, il n'était pas encore matérialisé. Donc... Il n'était pas matérialisé, non, parce que pour matérialiser, il fallait qu'il y ait du monde pour s'en occuper. Et les Jachramites ne voulaient pas monter à Auroville. Ça ne faisait pas partie de leur, de leur travail, de leur sadhana, comme on dit là-bas. Donc en fait, il y avait un petit peu une séparation en quelque sorte entre l'ashram dans Pondichéry et puis ce projet naissant. C'était une séparation qui était claire pour la mère. Dire un ashram, c'est une concentration d'individus cloîtrés d'une certaine manière, quoique à Pondichéry, ils ne sont pas tellement cloîtrés, mais enfin, ils vivent très très en concentration, repliés sur eux-mêmes d'une certaine manière, alors que Auroville, c'est une ville en construction qui doit être en harmonie avec le monde extérieur, donc vivre comme une ville normale, mais basée sur une conscience intérieure, basée sur une recherche personnelle, basée sur la fraternité, sur le partage,
Bon, en plus de ça, à Auroville, il doit pas y avoir de police, il ne doit pas y avoir de gouvernement, il ne doit pas y avoir de prison, il doit pas y avoir... il doit y avoir simplement la conscience de chaque individu qui travaille pour l'ensemble. D'accord. Et comment ça a fonctionné au départ? Donc il y avait combien de personnes, je dirais, au début du projet? Enfin, quand ça a commencé à prendre corps? Ben, le tout début du projet, on était 15, il y avait 5-6 personnes qui étaient sur place déjà, donc on était une vingtaine. On a fait la première communauté réelle, c'était nous, cette vingtaine de personnes. Et on a travaillé vraiment en harmonie, en partage, à faire ce qui était nécessaire pour le développement de l'ensemble. Donc, construire des habitations pour nous, construire un atelier parce que il fallait réparer les véhicules qu'on avait amenés, qui avaient subi beaucoup de dommages sur la route. Créer une petite infrastructure autour de nous parce que d'être dans le désert. Bah oui, c'est ça ma question, parce qu'en fait, voilà, c'est ça, parce que bon, créer une ville dans le désert, c'est pas forcément évident. Et une des premières choses à faire, c'est de creuser un puits. Ah oui, voilà. Oui, l'eau, c'est la de vie. l'eau. Et puis, on était au bord d'un village qui s'appelle Kuilapalayam, c'est-à-dire le lieu des oiseaux. C'est très très joli. Mais les villageois, quand ils nous ont vus arriver, nous, cette bande d'occidentaux, il y avait deux réactions dans les villageois. La première réaction, c'était qu'est-ce que c'est que ces huluberlus ces huluberlus et ces nouveaux colons. Ah oui, quelque part. Oui, bien sûr. Et puis la deuxième information qui était beaucoup plus importante pour eux, c'est que notre arrivée coïncidait avec une prédiction qui disait que dans le futur arriverait dans des... Ils n'appelaient pas ça des véhicules, mais dans des moyens de transport autonomes. Je ne sais pas comment ils pouvaient dire ça dans leur langue. Dans des moyens autonomes, des blancs, pour venir les aider. Ah ouais, d'accord. Donc ils nous ont accueillis avec ces deux manières-là, de manière très... Et elle vient, très agréable, très gentille. Elle venait d'où cette prédiction ça vient d'Agastya. Ça vient des Védas, de très très loin, parce que Agastya, qui est un des pionniers védiques, est venu s'installer à côté de Kuilapalayam, justement. Il avait son ashram qui était là. Et à partir de là, il y a eu plein de prédictions qui ont été faites. D'accord. Donc ça remonte à quelques milliers d'années. 7000 ans. Ouais, 7000 ans. Ils ont gardé cette prédiction. Ils attendaient on ne peut pas dire le Messie, mais enfin, ils nous attendaient d'une certaine manière avec impatience. Et ils ont peut-être un peu déchanté sur la capacité de... Oh écoute, moi je connais pas évidemment les débuts, mais ça fait quand même quelques années que je vais en Inde, et puis j'ai été à Auroville. Quand on voit maintenant, c'est une forêt, quoi. Auroville, c'est une forêt. On n'imagine jamais que ça a été un désert. Quand on voit les photos effectivement des pionniers que vous étiez, et qu'on voit aujourd'hui, il y a eu quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ce qui est important, quand il y a des pionniers qui démarrent quelque chose, ils ont cette foi, ils ont cette volonté de vouloir faire les choses, et c'est énorme au niveau de la réalisation, parce qu'il y a quasiment rien qui nous arrête. Mais vous aviez aussi certainement l'énergie de mer qui était là, qui portait. En plus, oui, bien sûr. Et peut-être pas pour tout le monde, parce que il y en avait quand même quelques-uns dans notre groupe qui ne connaissaient rien à mer ni Shraubino. Je faisais partie du lot, quoi. Je ne savais rien
de la spiritualité indienne et surtout de la recherche particulière de Sri Aurobindo. J'ai tout appris sur place. Et comment ça s'est, je dirais, comment ça a évolué à partir de votre petit groupe de 15-20 personnes? Parce que je suppose qu'il y a eu une progression, il y a une ville internationale déjà, il faut que, effectivement, il y ait des gens d'un peu partout qui viennent se joindre au projet. C'était déjà un petit groupe assez international, quoique très franchouillard, malgré tout, puisqu'on est arrivé à une quinzaine de franchouillards. Mais il y avait des Allemands, il y avait quelques Anglais, il y avait des Indiens, des locaux. On a intégré des locaux villageois, des jeunes, parce que dès le départ, on a fait une petite école. Il y avait une des filles qui est venue avec nous, elle avait une petite fille de 5 ans et elle était enceinte. Donc l'école devenait, enfin l'école, un lieu pour essayer d'éduquer un peu les enfants était nécessaire. Il y avait des jeunes de passage qui arrivaient avec des enfants, donc c'était intéressant qu'il y ait un lieu d'éducation. Et on a récupéré des enfants du village, des enfants abandonnés, et même des enfants qui n'étaient pas abandonnés, mais qui voulaient venir participer un petit peu à ce qu'on faisait, c'était intéressant. D'accord. Et puis les gens qui venaient de l'extérieur, bon, y avait beaucoup de voyageurs, donc des Allemands, des Suédois, des Américains, des Australiens, toutes sortes de faunes. Alors petit à petit, cette communauté en fait a grandi avec des gens de passage et je suppose certains qui se sont sentis appelés pour rester. Oui, il y a certains qui sont intégrés dès le départ, mais la plupart du temps, c'était pas direct. Les gens venaient voir, ça faisait partie de leur passage, leur trip qu'ils faisaient à l'époque. Ils passaient, ils regardaient, ils étaient intéressés, et puis certains sont revenus, enfin beaucoup sont revenus après. D'accord. Pour s'intégrer. Il y en a d'autres qui sont venus et qui sont repartis. Il n'y avait aucune obligation de toute façon à être en place que pour nous. Nous, on avait fait un contrat moral avec l'ashram, comme quoi on était là pour travailler pendant 1 an. Déjà, on se donnait totalement pendant 1 an. D'accord. Voilà. Et on a grandi comme ça, d'une vingtaine de personnes, on est passé doucement à une cinquantaine sur cette communauté-là. Et puis après, ça a grandi tout doucement. On est resté une centaine, entre 100 et 150 pendant de très très nombreuses années. D'accord. Alors justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, communément, on dit que dans une communauté, si on dépasse un certain nombre, c'est un petit peu plus compliqué. Comment vous avez géré, je dirais, le fait de grandir? Parce que communément, on dit, bon, jusqu'à 50 personnes, c'est assez facile de connaître tout le monde, d'être dans une harmonie de groupe. Et au-delà, c'est un petit peu plus compliqué. C'est une question peut-être un peu difficile. C'est vrai, c'est vrai la plupart du temps, c'est efficace. Mais c'était pas vrai à Auroville parce que ce projet de ville internationale, c'est quelque chose d'énorme. C'était supposé créer une ville de 50 000 habitants. Ah oui. Et actuellement, il y a combien de personnes? Je crois qu'on doit être là-bas entre 2000 et 3000 personnes. D'accord. Bon, peut-être autour de 5-6 000 en pleine saison touristique. D'accord. Aussi. C'est une autre question, là, que ça pose des problèmes. Autant de touristes d'un seul coup, mais enfin, bon, le monde vit partout. Hein. Oui, bien sûr. Non, pour nous, ça ne posait pas vraiment de gros problèmes de désaccord entre les individus parce qu'il y avait cette base qui était la ville à construire et il y avait la deuxième base qui était
la recherche intérieure. D'accord, c'est ça qui fait le ciment, Donc, en fait. Ouais, je pense que la recherche intérieure, c'est ce qui fait vraiment le ciment profond. Parce que construire une ville, bon, c'est matériel, c'est un peu autre chose. Et ça marche très très bien lorsqu'il n'y a pas de perturbation qui vient de l'extérieur. Ah bon. C'est ça le gros problème, parce que bon, comme on vit actuellement, c'est cette grosse difficulté entre les forces dites du bien et les forces dites du mal. Il nous est arrivé à Auroville qui est des forces du mal qui sont venues s'insérer dans notre communauté et qui ont créé des problèmes entre certains groupes, d'autres groupes. Donc ça a été un petit peu compliqué. Ce qui fait que dans ces cas-là, l'ego individuel reprend un peu le dessus. Donc, de toute façon, l'ego individuel, c'est le problème de base. Et à partir du moment où on ne travaille pas sur soi à essayer de pacifier ces différentes facettes de nous-mêmes, c'est difficile. C'est difficile. Oui, est-ce que en fait le ciment commun, c'est cette recherche intérieure de conscience, de spiritualité, mais c'est peut-être aussi plus facile quand je dirais bon, je sais pas, j'aime pas trop ce mot-là, mais je vais employer un mot, le leader. En fait, un leader charismatique, comme pouvait être par exemple la mère, eh bien, c'est quand même un point référent et qui peut justement permettre de transcender un petit peu tous ces mouvements égotiques. C'est ça, parce que c'est vrai qu'on avait accès quand même à la mère et à ses conseils d'une manière assez régulière, on peut dire. On avait la chance déjà en tant qu'individu de pouvoir la rencontrer le jour de son anniversaire, tous les ans, donc c'était déjà pas mal. Et puis pour nous, cette petite communauté de base, étant donné qu'on avait déjà des petites dissensions entre nous, parce qu'il y avait ceux qui étaient très spiritualisés, qu'on appelait les manteaux, et il y avait ceux qui étaient très matérialisés, qu'on appelait les vitaux. Donc ça faisait deux groupes qui se frottaient un petit peu l'un sur l'autre. On n'était pas en désaccord profond, mais il y avait quand même une force de... L'ego de chacun dit, moi je travaille dans la matière, moi je travaille dans ma matière. Bon, ouais, après tout, on est dans un monde de dualité, donc... C'est vrai. Et donc, pour régler un peu ce petit problème, on a eu appel à la mère qui nous a reçus toutes les semaines pendant un petit moment. Ah, d'accord. Donc c'était vraiment très très intéressant et ça a pacifié bien des choses parce que d'avoir un regard extérieur et large, parce que nous on a le regard qui est très étroit, ça nous a permis d'avancer beaucoup plus en conscience, on peut dire, et en coopération. C'est ça, le problème. Et alors actuellement, je dirais, bon, mère n'est plus là, comment ça fonctionne en fait c'est là que ça a été le gros problème, c'est quand mère a quitté son corps, comme on dit chez nous, là-bas en Inde, c'est là que les forces extérieures sont rentrées dans Auroville pour créer un petit peu la zizanie. Enfin, pour expliquer en gros, c'est que les forces extérieures voulaient créer d'Auroville une nouvelle Mecque ou une nouvelle église pour que les petits occidentaux soient bien sagement assis en méditation et faire ce que leur disaient les autres, tranquillement, et faire venir beaucoup de touristes pour gagner de l'argent. Voilà. C'est en gros la base. L'argent. Bon, c'est du classique, ça. Oui, c'est malheureusement et ça a créé une grosse zizanie dans Auroville. On a été en petite guéguerre, on peut dire, entre nous pendant 4-5 ans. Et Auroville ne s'est jamais vraiment remis totalement de cette désharmonie.
parce que l'argent est revenu, le pouvoir est revenu, la police est rentrée dans Auroville. Donc on peut dire qu'Auroville à l'heure actuelle, c'est une ville comme il y a partout dans le monde, de manière extérieure. C'est magnifique, Auroville, c'est ultra moderne, c'est vraiment très très agréable à vivre. Mais bon, c'est une ville extérieurement parlant, comme partout dans le monde, avec le côté business à fond la caisse. Et puis il y a le côté plus en dessous qui est une recherche d'harmonisation et une recherche intérieure qui est très très présente, très profonde. Oui, d'ailleurs, bon, moi évidemment, j'ai pas du tout le même regard que toi parce que nous sommes venus plusieurs fois à Auroville. Et enfin, moi je trouve qu'il y a vraiment des initiatives extraordinaires. Enfin, c'est vraiment un lieu qui est très puissant en termes d'énergie. J'ai ressenti également, effectivement, de temps en temps aussi des distorsions, enfin des choses. Bon, mais après tout, c'est la vie sur Terre. Hein. Mais il y a quand même un lieu fort comme le Matrimondir, qui est un lieu dans lequel on peut aller pour méditer. Évidemment, je suppose que quand on vit là-bas et qu'on connaît un peu toutes les petites histoires et tout, bon, on a un regard un peu, bien sûr, un peu différent. Mais moi, ça me paraît être en fait un laboratoire. Ah, c'est un grand laboratoire, c'est clair. Mais on l'entendait comme ça, du reste. Un laboratoire de conscience. Ouais. Le laboratoire d'évolution. Oui, mais c'est un lieu... D'ailleurs, bon, on ne sait pas évidemment de quoi sera fait l'avenir, parce qu'on est un peu dans une époque un peu ballottée. Hein. Il y a un tumulte général et effectivement, à l'heure actuelle, c'est un peu plus compliqué d'aller en Inde. Bon, on verra comment évolueront les choses dans l'avenir, mais c'est vrai que pour toute personne, je pense qu'il y a une aspiration. C'est un lieu qui est intéressant sur lequel il faut aller et justement aller en conscience parce qu'il y a vraiment des forces extrêmement intéressantes localement. Mais comme partout, je pense que quand il y a de la lumière aussi, il y a des forces d'ombre qui peuvent se lever. Hein. Ça, enfin, il y a une chose qu'on peut dire quand même, c'est que ça fait 50 ans que ça fonctionne. Et toujours. Et c'est toujours là. C'est toujours là. Donc là, oui. Donc, même s'il y a des problèmes intérieurs, s'il y a des dissensions, s'il y a des gens qui sont là qui n'ont rien à faire sur place parce que la spiritualité, ils n'en ont rien à cirer, construire une ville, ils s'en foutent. Il y a des Occidentaux qui sont là, qui profitent du fait que la vie est pas chère, qu'on peut avoir une hamas, un jardinier pour rien du tout. Aussi, mais c'est toujours là, ça fonctionne, et en cas d'adversité de l'extérieur, comme par exemple le tsunami qu'il y a eu il y a quelques années, tout le monde était là pour aider autour, pour aider les villageois, pour reconstruire ce qui était cassé à Auroville, pour dégager Enfin, il y a une solidarité de fait qui est là quand même très très présente. Eh ben c'est quand même un projet tout à fait exceptionnel. Et puis, écoute, en tout cas, vraiment merci de ton témoignage à la fois personnel, de ton aventure, parce que je pense que des pionniers, en fait, vous étiez peu nombreux, hein, donc c'est la chance aussi de pouvoir avoir ton témoignage et puis que ça inspire. Et puis, je pense que c'est dans l'air du temps aussi, peut-être de créer des petites communautés, hein, parce que en fait c'est dans le partage et dans justement cette conscience, c'est ça qui nous réunit. Oui. Et voilà, c'est... Mais Mère nous expliquait à l'époque que Auroville, c'était pas quelque chose d'unique au monde, c'était une expérience qui était très très importante parce que ça se passait sur le sol de l'Inde, qui est considéré quand même comme étant l'âme du monde, mais qu'il y aurait des tas de petits Aurovilles qui se créeraient un petit peu partout dans le monde. C'était important, c'est de faire des petites communautés ou des grosses communautés qui soient basées sur
peut-être pas spécialement sur le travail de Mireille Chrominot, mais sur le travail intérieur. Oui. Le travail intérieur et la coopération. Bah, commencer à faire déjà l'expérience personnelle, et puis en fait je crois que spontanément ça crée du lien vers les autres, parce que, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on sent actuellement, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de poussée vers l'individualisme, mais en même temps il y a aussi beaucoup de personnes qui se réveillent et qui justement souhaitent de la fraternité. Oui, je crois qu'on est arrivé, enfin, de toute façon, l'évolution du monde, l'évolution du cosmos nous oblige à travailler sur nous. On est vraiment sur une charnière, on doit passer vers quelque chose d'autre. Mireille Chrominot appelait ça l'être supramental, c'est-à-dire un être qui soit au-delà de l'être humain tel qu'il est. Et on sent bien cette pression, la Terre monte en vibration, tout nous pousse à nous concentrer sur l'intérieur, à nous changer à l'intérieur, si on veut que ça puisse changer dehors. Et les forces adverses que l'on voit autour de nous, elles sont là pour nous faire prendre un petit peu conscience que voilà, il y a du travail à faire. En quelque sorte, elles font partie du jeu, puisqu'en fait, c'est souvent au travers de l'adversité qu'on est un petit peu plus poussé, sollicité. Absolument. Donc, il ne s'agit pas de s'y complaire, mais justement de prendre appui pour continuer le cheminement intérieur. De toute façon, si on s'y complaît dans le fait de ne pas vouloir progresser, on se ramasse des coups de pied au derrière qui nous obligent à avancer. Voilà. Oui, écoute, vraiment, merci beaucoup en tout cas de ton témoignage. Partagez si vous avez été inspiré, faites partager la vidéo, et puis au plaisir de vous retrouver prochainement sur Home Harmony TV. Nous vous saluons. Au revoir. Au revoir.